L'Europe. L'Europe. À quelques mois d'élections européennes capitales, tout le monde a ce mot à la bouche. Mais de quoi parle-t-on? De la machine technocratique de Bruxelles? Simple syndicat d'intérêt économique perdu dans le village global? D'un appendice vassalisé? Sans territoire? Sans histoire? Sans puissance? Certainement pas. L'Institut Iliade, qui va fêter ses 10 ans, vous invite au contraire à vous abreuver à la source pérenne, celle de notre civilisation plurimillénaire, l'Europe. L'Europe de nos pères, qui sera, si nous le voulons bien, l'Europe de nos enfants. Pour cela, il faut des Européens debout. Debout dans la tempête quand nos libertés sont bafouées. Debout dans la tempête quand notre identité est niée. Le 6 avril prochain, nous serons près de 1500 personnes dans le cadre prestigieux de la Maison de la Chimie à Paris. Je vous donne rendez-vous à ce grand moment d'intelligence et de convivialité. C'est le nôtre, c'est le vôtre. Inscription sur institut-iliade.com. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 invités, 3 sujets. Alors les invités, Gérard Bardy, bonjour. Bonjour. Yves Christen, bonjour. François Martin et Bonjour. Olivier Piacentini. Bonjour à tous. Messieurs, 3 sujets. Le premier, c'est l'attentat de Moscou. Et la question, c'est est-ce que Daesh force Poutine à ouvrir un deuxième front par rapport à l'Ukraine? Deuxième sujet, et c'est Gérard Bardy qui nous l'a apporté. Est-ce que la voiture électrique amène l'industrie automobile européenne dans le mur? Et troisième sujet, pas sûr que vous l'ayez vu, mais LR a fait, donc les Républicains au Sénat, ont fait un rapport pour interdire la possibilité aux adolescents ou aux moins de 18 ans de changer de sexe. Et on va regarder si c'est faisable, possible, et finalement aussi de quoi se mêle le Sénat. Voilà, rendez-vous dans quelques secondes pour le début de l'émission. À tout de suite. Récent attentat à Moscou, Crocus Hall, plus de 140 morts, 300 blessés, l'endroit part en flammes, une attaque de Daesh qui est revendiquée immédiatement. Pour autant, Poutine met plusieurs jours avant de dire qu'effectivement Daesh est dans le coup. Ma question, c'est par rapport à la guerre en Ukraine, est-ce que ça ouvre un deuxième front pour Poutine et est-ce que c'est le front de trop ? Je cède la parole à François Martin. Oui. François. Alors, je ne partage pas forcément la question dans le sens... Enfin, je répondrais que moi, je ne le vois pas comme un deuxième front, mais comme le même. Il y a plusieurs éléments qui militent dans ce sens. Oui. Le premier, c'est que les types qui sont partis, du moins les 4, puisqu'on en a attrapé 11 en tout, ils sont partis en droite ligne vers l'Ukraine et ils étaient à quelques kilomètres de l'Ukraine. Or, je ne vois pas comment ils peuvent rentrer en Ukraine au milieu du front où il y a des soldats russes d'un côté et des soldats ukrainiens de l'autre, au risque de se faire canarder ou par les Russes ou même par les Ukrainiens, s'il n'y a pas un comité d'accueil des services spéciaux ukrainiens pour les accueillir, s'ils ne savent pas exactement où ils doivent passer, parce que je pense qu'à un moment donné, ils auraient dû abandonner leur voiture et partir à pied à travers les bois. Donc, ça me semble signé, moi. Mais François, vous êtes en train de reprendre mot pour mot le narratif qui a été exprimé par Moscou. Oui, mais je m'en fiche. OK, mais Daesh n'est pas du tout là-dessus. Daesh, à aucun moment, n'a dit que c'était fait en lien avec les Ukrainiens. Non. Ils ont revendiqué Bien entendu, Franck. Non, mais ils l'ont revendiqué au nom de la dette de sang que la Russie a à l'égard du monde musulman. Daesh dit ce qu'il veut.
Et moi, je pense que si Daesh est dans le coup, il est évidemment arrangé avec les services ukrainiens et avec les services anglais et américains, parce que si c'est les Ukrainiens, ils ne peuvent pas avoir monté une opération comme ça, qui est, semble-t-il, assez complexe, sans l'aval derrière des Américains et des Anglais. Donc vous dites en gros, Daesh et Zelensky, même combat, c'est les mêmes. Oui, je pense que Daesh est un faux-né et Daesh a intérêt à s'annoncer comme... Je ne dis pas que c'est ça, parce que la vérité, je pense qu'on ne la saura jamais, mais ça me semble probable. L'autre chose que je veux dire, et qui va dans ce sens, c'est que le régime ukrainien, on a tendance à l'oublier, est d'abord un régime terroriste. Bandera, qui est le grand, a d'abord été un terroriste, puisque leur première action d'éclat de son parti, ça a été d'assassiner à l'époque le ministre de l'Intérieur polonais, je crois que c'est en 1931, et il y a eu une série d'attentats à l'époque contre la Pologne. On oublie que le grand ennemi à l'époque... Non, mais c'est une philosophie et c'est une méthode de fonctionnement. Mais François, est-ce qu'on n'est pas, je vais vous provoquer, hein, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans le gloubi-boulga de ce qu'a exprimé David Poutine en disant c'est pas Daesh, puis c'est Daesh aidé par les Ukrainiens, et maintenant on ajoute le fait que les Occidentaux seraient également de parti pris. Ça fait un peu beaucoup, non? Et alors ? En quoi c'est complotiste de dire ça? Enfin, moi, je juge quand même d'une chose, c'est que les types, ils sont partis pour se réfugier en Ukraine. Ils sont pas partis vers l'Est ou vers l'Ouest ou vers la Biélorussie ou ailleurs. Ils sont partis vers l'Ukraine. Donc, ça, a priori... ce que dit le pouvoir en place. Mais c'est pas ce que dit le pouvoir en place. Ils ont été pris à 20 km de la frontière. Mais disons que ça a été pris là. Je regarde la réalité, Franck. Je regarde pas ce que dit l'un ou l'autre. Je regarde la réalité. Yves Christen, et ensuite Gérard Bardy. Si on veut être rationnel, objectif, il faudrait commencer par dire que nous n'en savons rien et que ce qui nous est raconté et par le pouvoir russe et par les Ukrainiens et par les médias occidentaux, nous n'avons aucun moyen de savoir quelle est la vérité vraie, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir. Donc l'hypothèse de François Martin est parfaitement possible. Ça veut dire que ça peut être Daesh avec la complicité de services spéciaux occidentaux. Par parenthèse, les services spéciaux ont vocation à faire des coups fourrés. Je dirais même qu'ils n'ont vocation à faire que des coups fourrés. C'est leur fiche fonction. Hein. Alors, ceci étant dit, ce que nous raconte Poutine sur les Ukrainiens et même sur le lieu de capture des terroristes, nous n'avons en tout cas ici aucun moyen de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Hein. Où ils ont été pris, ça, c'est de notoriété publique. Je ne sais pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Mais c'est peut-être de notoriété publique, c'est peut-être admis par tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, la vérité vraie, il faudrait peut-être commencer par ça, c'est que nous ne savons pas, de même dire que pour ce qui est de la guerre en Ukraine, de tout ce qui est raconté, nous n'avons que très peu de moyens de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, en dehors du fait que la Russie occupe à peu près 20% du territoire de l'Ukraine. Hein. Il suffit mais ce détail, entre guillemets, on sait plus de choses. On ne sait pas du tout votre avis là-dessus. Oui, mais il y a un événement qui est très récent. Il y a des centaines de commentateurs, de gens sur place, etc. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas grand-chose sur la guerre en Ukraine depuis 2 ans. Ce que je veux dire, c'est que parmi ce qui... Je reformule différemment. Parmi ce qui nous est dit, à nous, par les médias occidentaux, il faut avoir un regard critique, car le degré de véracité de ces propos est très incertain. Ce que dit le pouvoir russe est également incertain, sauf que nous y avons beaucoup moins accès. Mais pardon, est-ce qu'il n'y a pas d'un côté des démocraties avec des médias indépendants et de l'autre une dictature avec des médias sous la botte, quand même? Excusez-moi, Franck. Il y a quand même un gros contraste. Oui, il y a quand même un gros contraste. Franck, pendant 8 mois, on nous expliquait que l'économie russe allait s'effondrer. C'est ce qui était dit. C'est pas le sujet, là, hein, Olivier. Hein, non, le mais sujet, vous me parlez c'est un attentat et un deuxième front. Des médias libres et des médias pas libres. Jusqu'au jour où Pujada, sur LCI, s'étranglait en voyant les chiffres de l'économie russe qui se portaient nettement mieux que les économies occidentales. Donc il y a quand même une orientation dans certains médias et on arrive à déceler, à décrypter ce qui se passe en fonction de la tonalité, de la petite musique qui change un petit peu. On voit bien à écouter LCI, que certains appellent LCU, qui a quand même une évolution sur le front qui est favorable à la Russie. Effectivement, on ne peut pas savoir qui dit vrai, puisque tous les belligérants, je dirais, par essence, mentent.
Personne ne va afficher sa faiblesse ou autre. Moi, je vais vous dire, Franck, une semaine avant l'attentat de Moscou, sur une autre antenne, j'avais annoncé qu'il y aurait de gros attentats en lien avec la guerre en Ukraine. Pas forcément par les belligérants, mais par expérience. Mais sauf que l'attentat en l'espèce, il n'a aucun rapport avec la guerre en Ukraine. C'est Daesh qui dit je frappe à Moscou Franck, comme j'ai frappé avant. Laissez-moi finir mon raisonnement. Je n'ai pas parlé de l'Ukraine, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas agent secret ou autre, mais par expérience, quand vous avez une situation internationale qui se tend de plus en plus, et que d'ailleurs notre président cherche à tendre lui-même, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on rajoute de l'huile sur le feu. Par expérience, vous avez des tas de facteurs de déstabilisation qui viennent se greffer dessus, et des gens qui jouent un billard à 3 bandes, à mettre un attentat par-ci, un attentat par-là. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs en 2014 avec le fameux attentat de Sarajevo. C'est toujours pareil. Mais en disant ça, Olivier, vous dites rien, puisque finalement vous dites que personne n'est responsable, et que peut-être même Macron est responsable de cet attentat. Franck, où j'ai dit que personne n'est responsable. Je vous ai dit que moi, en l'état actuel, comme vous, Franck, vous ne pouvez pas savoir avec certitude d'où ça vient. Effectivement, c'est revendiqué par Daesh, mais qui vous dit que Daesh n'est pas instrumentalisé par quelqu'un d'autre? Mais ça, je ne peux pas vous l'affirmer. Mais est-ce que vous pouvez l'affirmer? Est-ce que les services français peuvent l'affirmer? J'en sais rien. Non, mais moi, j'ai écouté, comme beaucoup, les spécialistes de Daesh qui disent en gros que la branche qui a revendiqué l'attentat est la branche la plus extrême de la myriade d'organisations qui portent le nom d'État islamique, et que celle-ci, elle n'est pas soupçonnée d'être instrumentalisée. Elle est juste extrême, avec des gens qui s'opposent aux talibans et qui s'opposent... Vous n'en savez rien. N'importe qui peut même payer pour les renflouer s'ils ont besoin d'argent. Vous ne savez pas, Franck, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je fais circuler l'information. Oui, vous reviendrez, Olivier. Gérard oui, mais écoutez, moi, il y a quelque chose qui m'a attiré mon attention, c'est que tout de suite, on a dit « Ah, mais Poutine nie le fait que l'attentat a été revendiqué par Daesh. » D'abord, il ne s'est pas exprimé, hein, il a attendu près d'une journée. Il n'a pas nié. Il faut corriger. À aucun moment, Poutine n'a dit « ce n'est pas eux ». Le Kremlin a dit « nous prenons le temps de vérifier ». Et à ce que je sache, quand il y a des attentats, et il y en a eu en France, hélas, et des sanglants, hélas, à chaque fois, on a pris quelques heures, voire un jour ou deux, pour authentifier la revendication. On peut penser que le Kremlin a pris ce délai avant de reconnaître qu'il s'agissait de cela. Après, sur les liens avec l'Ukraine, nous sommes dans une telle intoxication générale sur ce conflit russo-ukrainien que tout est possible. Nous revenons un peu à la France. Regardez, on nous dit maintenant, attention, hein, nous aussi, nous avons échappé ces derniers temps à des attentats commis par cette même branche C'est-à-dire qu'on les a débranchés avant qu'ils n'aient lieu. Hein, on les a débranchés. Et puis on continue de le dire. Alors du coup, on surveille de très près 20 000 islamistes qui sont sur le sol français, dont beaucoup sont étrangers. Oui. Mais plutôt que de faire de l'extrapolation quand il y a eu un attentat, j'aimerais quand même que l'on se pose les vraies questions sur que fait-on de ces islamistes étrangers qui sont sur notre sol. Est-il suffisant? A-t-on les moyens de les contrôler? La réponse est forcément non. Et tôt ou tard, il y en a un qui passera à travers les mailles du filet. Vous aurez rassuré, elle aurait dit que c'est bien qu'ils soient là parce que comme ça, on peut les surveiller. C'est du Madame Rousseau dans le texte. Effectivement, s'il n'y a pas de terroristes, on ne peut plus les surveiller. Donc dans cette guerre de l'information... Comme ça, on les surveille. Dans cette guerre de l'information... Dieu ne plaise, elle n'est pas encore présidente de la République. Hein. Peut-être que vous le souhaitez, Olivier, mais peu de gens. Je dis dans cette guerre de l'information qui est concomitante et naturellement concomitante de la guerre des armes et des armées et des peuples, il faut vraiment toujours avoir à l'idée cette manipulation qu'il y a et qui n'est pas l'apanage du seul Poutine, quelle que soit sa personnalité. La guerre, c'est l'info brouillée et c'est difficile de s'y retrouver, hein, bien sûr. Mais Franck, aujourd'hui, la question que vous posez est très intéressante. Olivier, François Martin d'abord. Alors, moi, je
je reprends ce que j'ai dit. J'ai pas dit c'est l'Ukraine. J'ai dit la thèse comme quoi c'est l'Ukraine et donc les services occidentaux a sa cohérence. Et j'ai essayé d'en montrer la cohérence. Dans l'historique, d'abord dans le chemin de sortie des types, dans l'historique du régime ukrainien, qui est l'ADN de ce régime, on le sait, par le fait que j'ai constaté tout au long de la guerre, et je l'ai vérifié et je l'ai écrit dans mon livre, que la façon dont les Russes abordent la question des civils et la façon dont les Ukrainiens l'abordent est très différente. Il y a très peu de morts civiles dans cette guerre d'Ukraine, si vous vérifiez. Pardon, il y a énormément, c'est très documenté, il y a eu des massacres de civils. Il y a très peu de morts civiles, vérifie. Je pense qu'il n'y a pas plus de 3000 morts civiles dans cette guerre. Vérifie les chiffres de l'ONU, tu te trompes. Par contre, là où il y a eu énormément de morts, c'est pendant la guerre civile entre 2014 et 2022, où là, il y a entre 16 et 20 000 morts, parce que les Ukrainiens ont tiré délibérément sur les populations civiles, sur les marchés à Donetsk, alors que les Russes, si vous regardez la façon dont les Russes tirent, ils tirent sur les infrastructures militaires et sur les infrastructures civiles, les systèmes d'électricité, etc., mais pas directement sur les populations. Pardon, les massacres de population, François, sont documentés. Mais toutes les villes... Ce que vous dites est documenté par les... Excusez-moi, je termine juste. Tu entends qu'il y a eu, je sais pas, est-ce que la ville de Kiev a été délibérément bombardée sur les civils? Non. Tu as eu le centre de commandement du ministère de la Défense qui a été bombardé, mais tu n'as pas de bombardement délibéré sur les civils. Et l'hôpital qui était vide. Le seul endroit où l'on dit qu'il y a eu beaucoup de civils qui ont été bombardés, c'est au moment de la prise de Mariupol. Mais si tu vas écouter les témoignages des gens qui se sont sauvés de Mariupol, ils expliquent, que les snipers ukrainiens étaient dans les immeubles et qu'ils mettaient les gens aux fenêtres pour être devant et ils passaient les canons derrière pour tirer. Donc, ils ont obligé les Russes à tirer sur les immeubles pour les faire partir. Et deux, que lorsque les Russes ont négocié des couloirs humanitaires pour permettre aux gens de sortir, ce sont les Ukrainiens, les forces ukrainiennes, les écronazis, qui leur ont tiré dans le dos pour les empêcher de partir. Donc pour moi, il y a une différence de conception de la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Et je suis désolé, mais c'est documenté. François, c'est contredit par tous les procureurs, aussi bien ukrainiens que venant d'Europe, qui sont allés sur place constater les massacres de civils. C'est comme ça qu'on est en train de documenter les poursuites ultérieures quand la guerre sera terminée pour aller poursuivre les généraux et les soldats. Mais les populations sont russophones, je vous rappelle. Oui. Et soutiennent Poutine, donc j'ai du mal. C'est pas vrai. Enfin bon, ça doit être. Alors moi je vais vous dire. Regarde les chiffres de l'ONU, tu verras. Olivier, tu seras étonné. Et ensuite. Moi je vais vous dire. Olivier. François disait que, le deuxième front... Moi, je trouve que votre question, elle est excellente. Est-ce que ça ouvre un deuxième front Est-ce que ça n'a d'ailleurs pas été fait exprès pour ouvrir un deuxième front? Et il faut voir aussi le moment de cet attentat. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il intervient 4 jours après l'élection présidentielle russe. 4 jours après. Et à un moment où, de la vie générale, même si on a du mal quand même, effectivement, à avoir des infos certaines, on a l'impression que la Russie, l'armée russe, avance, que le front ukrainien se délite. Donc, ça pourrait être... Mais, encore une fois, je ne peux rien affirmer. Moi, je ne suis pas dans les investigations à ce niveau. Mais l'hypothèse que ça pourrait être une entreprise pour effectivement ouvrir un deuxième front et mettre une gifle à Poutine 4 jours après son élection. Pourquoi on attend là? Parce qu'on veut voir un peu le résultat de l'élection présidentielle. Peut-être qu'on espérait un changement ou autre chose. Pardon, personne n'y a cru. Poutine lui-même disait que l'élection, je cite de mémoire, que c'était une formalité administrative. Bon, oui, mais ça c'est Poutine qui le dit. C'est le général de Gaulle disait ça aussi en 65. Donc voilà. Alors, moi j'ai le sentiment qu'effectivement, j'ai le sentiment qu'effectivement, ça a été fait à un moment précis, probablement par qui on ne sait pas,
pour véritablement déstabiliser. Puisqu'il l'a revendiqué. On peut dire ça en tout cas, Daesh l'a revendiqué. Voilà. Oui, non, mais ça, on est bien d'accord. La question est-ce que Daesh est seul ou est-ce que d'autres personnes ont joué le jeu derrière pour pousser? Voilà. Allez, Yves Risten. Je crois que François Martin a raison sur la question des morts. Et d'ailleurs, on en a la preuve, si je puis dire, régulièrement par les médias occidentaux qui régulièrement nous disent il y a eu des bombardements, il y a un mort, il y a deux morts, il y a des nombres extrêmement faibles de morts. Et ceci s'explique par le fait que les Russes, dans leur propre logique, considèrent que les Ukrainiens sont leurs frères. C'est différent pour le Donbass, parce que pour le Donbass, les Ukrainiens non russophones considèrent que les habitants du Donbass sont leurs ennemis et appartiennent à une autre tribu, si je puis dire. Donc il y a une forme de logique à ce que les choses se soient effectivement passées comme cela. Maintenant, pour la question du deuxième front, qui est un autre sujet, je pense qu'objectivement, ce deuxième front, si on appelle ça un front, il a toujours existé, et il existe pour tout le monde. La France, pareil. On a le front, si on veut, de l'Ukraine, puisqu'on prétend qu'on y est plus ou moins, et on y est plus ou moins d'ailleurs, et on a un front terroriste. Ce front, il s'allume de temps à autre, mais pratiquement tous les pays du monde, et en particulier les pays du monde occidental, ils ont droit à ce deuxième front. La question, c'est de savoir s'il faut le considérer dans le cadre d'une guerre générale de l'islam ou dans le cadre d'un deuxième front dans la guerre ukrainienne. C'est là qu'il y a une différence de position. Oui, sachant que... Depuis l'intervention des Russes en Tchétchénie, avec les résultats que l'on sait, les Russes n'ont jamais cessé de se protéger, de se prémunir, d'infiltrer toutes les anciennes républiques soviétiques musulmanes qui laissent passer les terroristes depuis la chute de la Tchétchénie. Et de se protéger de manière imparfaite, puisqu'il y a eu une école où il y a eu plus de 300 morts, le fameux théâtre où il y en a eu 180. C'est il y a 20 ans. Oui, mais il y a eu aussi récemment des attentats de l'ambassade de Russe en Afghanistan, des attentats dans les Moscou, dans les métros de Moscou et de Leningrad. Franck, c'est tout à fait normal, puisque qui nous a débarrassés de Daesh au Moyen-Orient? C'est la Russie. Et je vous rappelle qu'au lendemain des attentats du 13 novembre, François Hollande avait fait la tournée des capitales européennes et pour mettre en place une coalition et que tout le monde a refusé cette entreprise. Donc, en fait, on voit bien que l'Union européenne est là, on se demande pourquoi, puisque quand il y a vraiment le feu dans la maison, on ne réagit pas. Au final, c'est Poutine qui nous a débarrassés de Daesh. Personne ne le rappelle aujourd'hui dans les médias, c'est bien commode, mais c'est quand même la réalité. C'est un peu le contre-exemple que cet attentat et tous ceux qui sont déjoués régulièrement dans tous les pays. Vous parlez de Daesh au Moyen-Orient, parce que vous êtes bien d'accord avec moi qu'au Moyen-Orient, Daesh a grandement perdu des plumes. Maintenant, le propre de ce type d'organisation... Daesh est en Afrique, sauf que Daesh est on est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais que fait l'Union européenne pour lutter contre cela, puisque nous avons été jusqu'à présent les principales victimes de cette organisation? On dirait que l'Union européenne n'est là que pour calculer la courbure des concombres et la taille de l'étiquetage des prix. On s'arrête. Gérard Bardy sera le mot de la fin. On peut aussi remarquer que la guerre totale que nous livre l'islam, ou l'islamisme que l'on veut, contre l'Occident, d'une façon générale, puisqu'il cible également la Russie, ça veut bien dire qu'il considère que la Russie appartient à la même civilisation que la nôtre. Chrétienne. Ouais. Il lutte contre la chrétienté. Ça veut donc dire que la vocation de cette Europe de l'Atlantique à l'Oural, il faut quand même s'en souvenir et peut-être travailler pour, et ne pas avoir une opposition frontale. Il y a aussi d'autres mouvements islamistes. Et il y a eu des attentats sur des marchés en Afghanistan, faits par Daesh. C'est pas une faiblesse de la Russie d'avoir subi ce terrible attentat. C'est simplement le fait que nous aurons, nous aussi, il faut en être certain, nous aurons aussi des attentats sanglants. On oublie un facteur. Je vais juste conclure, parce qu'on est à plus de minutes, vous savez. Je vais juste conclure. Effectivement, on peut craindre ça à l'horizon des JO. Dans 3 mois. Bien sûr. Ça va aller très vite. Ça va bien se passer. On peut prendre tous les risques, il paraît, il n'y a pas de problème. Chacun sait que ça ne va pas être si simple. On maîtrise. Allez. C'est Macron qui le dit. On en reparlera des JO. On en reparlera des JO. Allez, rendez-vous dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite.
Alors, deuxième sujet, la voiture électrique telle que définie par la Commission européenne, avec, je vous le rappelle, l'interdiction de fabriquer des voitures thermiques à horizon 2035. La question, est-ce que c'est en train de mettre l'industrie européenne et peut-être l'industrie mondiale dans le mur? Réponse, en tout cas quelques éléments de réponse, Gérard Bardy. Écoutez, j'ai bien étudié ce dossier ces derniers jours, sachant que nous allions aborder aujourd'hui ce thème. Oui. Il apparaît, en balayant la situation au-delà même de l'Europe, que cette voiture électrique, on ne peut pas dire définitivement que ce sera un flop, mais aujourd'hui, ça connaît des ratées sérieuses. Pourquoi? Parce que on s'est fait imposer ce concept de la voiture électrique par la Commission européenne qui a cédé au lobby des écolos. Donc aujourd'hui, les grands constructeurs automobiles, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, surtout en Allemagne, on va y revenir, disent mais on nous a mis l'épée dans le dos, dans les reins, on est allé à toute allure et on a commercialisé des véhicules avant d'être prêts à faire des véhicules fiables et tout. Résultat, on a des véhicules qui sont très lourds, qui ne font pas plus de 500 km en autonomie, dont la batterie n'est pas toujours très fiable et coûte près de la moitié du prix du véhicule. Ce qui fait qu'au moment de la revente d'occasion, demander aux propriétaires de véhicules électriques qui, 3-4 ans après, veulent revendre leur voiture, c'est invendable. Oui, oui, d'autant qu'on sait que les batteries doivent être changées tous les 5, 6, 7 ans. Voilà. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le PDG de Renault, le PDG de Stellantis, Citroën, Peugeot, qui disent « Oh là là, on freine, là, on y va doucement, on met un bémol. » Alors, ils favorisent l'hybride parce qu'ils ne veulent pas quand même revenir au thermique, ça aurait trop mauvaise figure. Alors, bon, mais le tout électrique, vraiment, il y a une baisse. On était monté jusqu'à 200 000 véhicules en France, année. En 2022, on a fait une poussée de 25% des ventes des voitures électriques. Avec quelques petits modèles qui se vendaient bien. Zoé, par exemple, se vendait très bien. Zoé, c'est fini. On n'en parle pratiquement plus. Et aujourd'hui, alors 2022, c'est l'apogée. Et 2023, ça a bien dégringolé. Et 2024, ça continue. Tout le monde se pose des vraies questions. Les Allemands disent non, nous on ne va pas. Chez Volkswagen, ils disent non, l'échéance de 2035, on ne veut même pas en entendre parler. Donc ils ont programmé des chaînes de construction de voitures thermiques bien au-delà de 2035. Ouais. Volkswagen, qui devait faire une usine de batterie en Allemagne, y a renoncé. Donc, ça devient très, très compliqué. Et c'est un boulet. Alors, comment faire... Vous êtes en train de dire, en gros, qu'en 2035, l'arrêt de la fabrication du thermique, ça n'aura pas lieu. On peut le dire dès maintenant. On peut le dire. On peut le dire dès maintenant. Et alors, ce sont des voitures qui sont très, très chères. Alors, j'ai quand même pris une petite note, parce que j'ai parfois ma mémoire qui me fait défaut. Le phénomène nouveau depuis la moitié de l'année 2023... c'est l'arrivée de 8 constructeurs chinois. 8 constructeurs chinois. Alors, il y en a un qui s'appelle BID. Ça veut dire Build Your Dreams. Okay. Construisez vos rêves. Bon. Alors, ce constructeur, il est hyper puissant. Il fait 1 800 000 véhicules électriques par an en Chine, où on fabrique et les véhicules et les batteries. Donc, il a déjà inondé la Norvège, la Suède, le Danemark, etc. Il est arrivé en Allemagne l'année dernière, et là, il commence à arriver en France. Mais il n'est pas tout seul, ce constructeur. Ils sont 8. Et alors, ils vont faire là, du dumping. Ils vont essayer de casser les prix. Il y a une contradiction dans ce que vous dites, Gérard, parce que vous dites d'un côté que la voiture électrique n'a pas d'avenir du fait de sa lourdeur, du manque de puissance, du fait de changer les batteries. Et par ailleurs, l'industrie chinoise y croit à mort et nous les envoie. C'est pas contradictoire, c'est la façon technocratique dont les technocrates de Bruxelles ont imposé à l'industrie automobile européenne d'avancer à toute allure avant même d'avoir peaufiné, d'avoir
peaufiner ces modèles. C'est ça qui est pendant ce temps-là, les Chinois ont eu des bureaux d'études fantastiques, on avait toutes les matières premières sur place, et ils ont pris une avance technologique. Vous savez que même le bonus je termine par là, le bonus qui était donné par l'État en France pour acheter des voitures électriques, il a été remis en cause de différentes façons. Et là, maintenant, il n'y a plus de bonus. En Allemagne aussi, il y a bien sûr. Il n'y a plus de bonus pour les véhicules lourds. Je fais circuler l'info. Mais moi, quand j'ai préparé le sujet aussi, il y a une chose qui m'a interrogé, c'est que Toyota, qui est le premier constructeur mondial, ne fait aucune voiture électrique. Enfin, si, ils en font une. Ils fabriquent plus de 11 millions. Ils fabriquent plus de 11 millions de voitures par an et ils en font 100 000. Et ils font beaucoup d'hybrides. Ils font beaucoup d'hybrides, ce qui est une bonne méthode. Moi, je vais vous dire ce que vient de dire, la phrase que vient de prononcer M. Tavares, le patron de Stellantis. Et qui dit beaucoup de choses. Il a dit « L'évolution de la voiture électrique va dépendre de savoir, dans les mois à venir, qui va triompher, des progressistes dogmatiques ou des souverainistes ?» C'est ce qu'il vient de dire. Alors on dit souvent que la politique a abandonné, etc. Non, là c'est le politique et la technocratie qui imposent. Mais qui imposent quoi? Des fantasmes, qui imposent des choses qui sont... Des lobbies. Alors il y a des lobbies, mais il y a aussi tout le fantasme autour, je dirais, de ces fameuses questions d'émissions de gaz à effet de serre, de dépendance énergétique, etc. Et tout est fait sans tenir compte des réalités du terrain. Et j'ajoute que si vous observez bien, entre l'agriculture qui va souffrir des réductions de gaz à effet de serre, la plupart des industries... Et des changements climatiques qui ont lieu quand même. Mais alors, puisqu'ils ont lieu, Franck, moi, je veux bien vous croire. Mais pourquoi vous la pas Chine... me croire. Vous avez qu'à constater, non? Pourquoi on n'impose pas à la Chine, qui est le principal pollueur, les mêmes conditions qu'aux autres? Pourquoi il y a eu un sommet climat en 2021 par visioconférence, puisqu'il y avait le Covid, où tout le monde s'est engagé à des réductions de gaz à effet de serre de 45 à 55% à l'horizon 2030, et pas le gouvernement chinois. Et personne ne lui dit rien. Donc on peut quand même se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment le réchauffement climatique qui motive, ou est-ce que c'est la volonté de maquiller le transfert de notre économie vers l'Asie derrière un rideau d'écran de gaz de CO2? Il y en a qui peuvent intervenir. Donc François Martin. Je confirme ce que tu François dis. Martin. Une des raisons pour lesquelles on a voulu l'électrique chez nous, c'est parce qu'il est propre chez nous et il est sale chez les constructeurs. Ça, c'est le livre, je vous renvoie au livre de Guillaume Pitron, qui a montré que la construction des batteries et les terres rares polluent des régions immenses en Chine, c'est-à-dire que chez nous c'est propre, mais le bilan total, il y a une étude récente qui a montré que le bilan total de la construction des voitures thermiques était meilleur que le bilan de la voiture électrique, sauf qu'on regarde que l'aval, et pas l'amont. Donc ça, c'est très différent. À Maubeuge, ils viennent de renoncer à la construction d'une usine de batteries pour des raisons écologiques. Ce que je voulais rajouter, Franck, c'est que moi je confirme tout à fait ce que vous dites. Moi j'ai fait que du commerce international et j'ai eu l'occasion de tester, si je puis dire, mes concurrents chinois sur l'Afrique, puisque j'ai vendu énormément sur l'Afrique. Pendant toute la période où la Chine s'est développée, le principal travail de la Chine, c'était la contrefaçon. Ce sont des contrefacteurs de principe. Quand tu regardais dans les yeux d'un commerçant chinois, tu lisais dans les prunelles et il y avait écrit pigeon dedans. Voilà, écrit pigeon. Tout a fonctionné comme ça. Or, j'ai vu ce qui s'est passé pour les panneaux photovoltaïques, où ils ont commencé par rentrer les photovoltaïques par des distributeurs et des assembleurs européens. Et quand nous avons ouvert notre marché, ils sont rentrés ensuite en direct sur les clients avec des photovoltaïques à 40% moins cher. Et ils ont nettoyé complètement le marché. Et quand j'ai vu arriver la voiture électrique avec tout ce qui se passait, je me suis dit, ils sont en train de nous faire exactement le même coup. Alors, je ne peux pas penser que les stratèges européens n'étaient pas d'accord, mais je pense que pourquoi il y a eu cette espèce d'engouement extraordinaire, c'est pas simplement pour des raisons idéologiques, c'est qu'à mon avis, il y a un constructeur qui était dans la combine et qui l'a cru, essentiellement, c'est Volkswagen. Parce que le grand producteur, c'est les Chinois. Or, Volkswagen exporte
40% de ces voitures en Chine. Donc, donc de là à ce qu'ils s'imaginent, on va, excusez-moi du mot, couillonner tous nos concurrents en rentrant un jour avec les Chinois une voiture électrique 20 ou 30% moins chère extrêmement, etc. Et je pense que la guerre d'Ukraine a un peu arrêté parce qu'elle a cassé un peu les lignes d'approvisionnement, etc. Puisque maintenant, l'Allemagne et la Chine se retrouvent un peu dans deux camps différents. Et moi, je ne suis absolument pas étonné que dans ces conditions, maintenant que nous avons depuis, je ne sais pas, 5-10 ans, ouvert le marché open bar pour la Chine, que maintenant, ils rentrent à fond avec des voitures moins chères. Alors, on dira que c'est moins... On dira que c'est pas bon, mais on les achètera parce qu'elles seront moins chères. Voilà. Donc, on se fait complètement avoir. Et ça, je l'ai pensé depuis le premier jour. Voilà, je vous laisse la parole. D'un mot, parce que ça se place là. Le problème, c'est le lithium pour faire les batteries. Les Chinois, ils ont du lithium autant qu'ils en veulent. Et toute l'Europe est obligée de s'alimenter. Sauf qu'on espère les nouvelles générations de batteries en Afrique, qui sont sans lithium. On n'y est pas. Hein. Ouais. Pour l'instant, c'est encore le lithium. Et toute l'Europe était obligée d'aller chercher son lithium en Afrique, et notamment la France. Et vous savez la situation de la France en Afrique, de plus en plus, où on se fait sortir à coups de pied dans les fesses. Les constructeurs européens, et notamment les constructeurs français, dont Stellantis, prennent cette donnée très au sérieux parce qu'on aura un défaut d'approvisionnement en lithium qui nous paralysera notre production. J'en ai terminé. L'une des choses qui me frappe dans le problème de la voiture électrique, c'est un peu le remake de l'affaire du nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a des raisons pour promouvoir l'électrique, bien entendu, mais sous l'influence du va-et-vient de l'idéologie dominante, on dit on va dans cette direction. Avec le nucléaire, c'est extraordinaire, puisque tout de même les déclarations qui ont été faites par des anciens présidents, premiers ministres, etc., montraient qu'en réalité, ils ont fait des choix qui n'ont été absolument pas réfléchis, simplement parce qu'il s'agissait de faire plutôt plaisir aux écolos du moment. Et du moment hein. Oui, mais le problème, c'est que par-delà la question politique, il y a dans cette affaire-là des arguments, des éléments à connaître. Il faut mettre dans la balance l'ensemble des problèmes qui se posent, y compris la fourniture des métaux rares, du lithium, du cobalt, du cuivre, de tout ce que vous voulez, y compris la quantité de pollution qui est provoquée ici ou là. Et c'est vrai, comme le dit François Martin, que ça peut paraître commun d'aller faire la pollution en Chine plutôt que chez nous, mais d'une certaine manière... Le problème de l'écologie, c'est que ça, pour le coup, c'est fondamentalement mondial. Vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir une poubelle quelque part. Tôt ou tard, ça vous revient dessus, le réchauffement climatique, etc. Et il est assez dramatique de voir que sur des questions aussi importantes que celle-là, sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan de la souveraineté, il ne semble pas y avoir une réflexion globale, commune, qui intègre l'ensemble des paramètres, autrement que sur le plan de la pure publicité politique du jour. Et pourtant, il y a quand même des success stories en matière de voitures électriques. Tesla, par exemple. Oui, mais Tesla, vous croyez que tout le monde peut rouler en Tesla, Franck ? Ça concerne quelle population? Vous savez, Franck, j'ai pas rebondi. C'est plusieurs centaines de milliers de voitures fabriquées chaque année. Oui, mais sur et combien une nouvelle usine en Allemagne. Mais sur combien? Enfin, vous savez très bien que tout le monde ne peut pas rouler en Tesla. Déjà, beaucoup de gens n'arrivent même pas à se payer une voiture. J'ai pas rebondi à ce que vous avez dit, Gérard, tout à l'heure, puisque vous avez parlé d'une autonomie de 500 km. Alors moi, il se trouve que j'ai plus mon permis de conduire. Donc je prends les voitures, taxis et autres. Et je pose la question. Ben, il y en a plein qui ne veulent plus du véhicule électrique, puisque l'autonomie en réalité n'est pas de 500 km. Ça, c'est... Et encore, il ne faut pas utiliser la clim, il ne faut pas utiliser le chauffage et le truc. Donc en réalité, c'est 200 km. En réalité, vous avez, outre tous les facteurs qu'on a décrits, un début de désaffection du public qui se rend compte qu'on lui ment. Et c'est, à mon avis, dans un contexte beaucoup plus général, effectivement, qui est non pas politique, mais idéologique, où vous avez la population qui commence à se rendre compte que sur beaucoup de sujets, on lui a raconté beaucoup de bobards depuis des années, et que la voiture électrique, ben, ça fait partie un petit peu du décor. Ce qui est très significatif, c'est le marché de l'occasion. S'il y a peu de marché de l'occasion de la voiture électrique, c'est bien qu'il n'y a pas une adhésion de la population. J'ai un ami qui a une Tesla qui a 3 ans, qui est en très très bon état. Ça doit faire 7 ou 8 mois qu'elle est en vente.
et il ne cesse de la baisser. Et sur la Côte d'Azur, donc c'est quand même un endroit où il y a un peu de monnaie dans la poche des gens, de pouvoir d'achat. Et donc c'est un vrai problème. Alors toujours la même étude, merci. Quand j'ai préparé cette émission, donc je suis allé voir ce que faisait Toyota. Et Toyota, dans ses prévisions, dit en gros qu'au final, la voiture électrique ne représentera jamais plus de 30% de la production mondiale. Donc ça veut dire qu'il reste quand même 70% pour de l'hybride ou du thermique pur. En plus, c'est le meilleur vendeur de voitures au monde. Donc on n'est plus... Ça se conçoit dans un cadre où l'électricité est très bon marché, et à supposer... Parce que les gens sont bêtes et qui ne se rendent pas compte que le jour où on recharge chez soi, l'État ne prendra pas en équivalent de taxes la même chose que ce qu'il prend sur les voitures. Sur l'essence. Oui, ce qu'aujourd'hui, ils ne prennent pas, mais le jour où ils le prendront. Ouais. Donc c'est une affaire. Merci aux technocrates de Bruxelles de nous avoir plantés sur le nucléaire, de nous avoir plantés sur la voiture électrique. Comme le disait De Gaulle, les technocrates de Bruxelles, virgule, c'est inutile. Ouais. Il n'y a pas que des technocrates, à mon avis. Il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts économiques. On ne monte pas une arnaque de cette nature s'il n'y a pas des gens qui... Des complices. Bien sûr. Pour le compte des Chinois, essentiellement. Je me souviens d'une connaissance qui vend des voitures, qui a des garages, et qui m'a dit « c'est pas possible ». Ça n'est pas possible, il y a de la corruption quelque part pour que de telles décisions soient poussées à tout niveau. Chez les constructeurs européens, parce que là, c'est open bar. Il y a quelques années, Volkswagen avait été condamné parce qu'ils avaient falsifié les chiffres de consommation de carburant de leurs véhicules. Et là, alors les chiffres de l'autonomie, apparemment, c'est du n'importe quoi, c'est de la tromperie. Mais moi, j'ai des témoignages de dizaines d'artisans taxis ou de véhicules de chauffeurs VTC qui vous disent que l'autonomie, ce qu'ils vous racontent, c'est du n'importe quoi. Et ils ont été abusés. Et pourtant, la voiture électrique, c'est quand même pas mal séduisant, non? De rouler dans une voiture propre, de rouler dans une voiture... les autres, ils viennent de vous bien sûr. Comment ça se passe en Chine. Comme le voit le consommateur. Il faut des heures pour recharger au bout de quelques heures de conduite. Vous ne pouvez pas aller à Lyon. À Lyon, vous allez mettre 10 heures pour aller à Lyon, etc. Ben oui, si vous avez 250 km d'autonomie, vous faites comment? Bien sûr. Donc, on peut quand même, avec les meilleures voitures, les meilleures, qui sont très chères... Qui peut se payer une Tesla? Qui sont entre 50 et 65 000 euros. Mais qui peut se payer ça? On peut aller jusqu'à Lyon. Mais une fois à Lyon, j'y étais il y a 4 jours, pour trouver une voiture, Vous avez une voiture électrique, Gérard? Non, surtout pas. D'accord. Ah non. Et bien, pour trouver des prises, dans cette ville qui est dirigée par des socialo-écolos. Par des écolos, aussi bien le maire que le président de la communauté de communes. On est d'accord. J'ai dit socialo-écolo parce que généralement ça va de pair, vous savez, il y a de la consanguinité dans les deux groupes. Eh bien, vous pouvez attendre parfois 3-4 heures votre tour pour brancher votre prise et vous en avez encore pour 3 heures. Et là, vous parlez des gens qui peuvent se payer une Tesla, c'est-à-dire 10% de la population. À peu près. 10% bien pesé. Allez, 10% certainement pas. Je suis gentil, vous êtes très gentil. Mais je suis toujours gentil. Oui, voilà, Olivier, il est en lévitation au-dessus de son fauteuil. Allez, on se retrouve je vais le rasseoir. Rassurez-vous, rendez-vous dans 2 secondes, à tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour, des 3e et dernier sujet. Alors, un récent rapport de sénateurs LR propose d'interdire le changement de sexe pour les mineurs. Ma première question, c'est est-ce que c'est le boulot du Sénat de se préoccuper de sujets qui concernent quelques dizaines ou centaines d'individus chaque année, premièrement, et deuxièmement, pourquoi les mineurs n'auraient-ils pas, eux aussi, le droit de changer de sexe comme l'ont les adultes? Yves Christen. Oui, je crois qu'il est légitime que le Sénat se préoccupe de ça. C'est au moins aussi légitime que de mettre l'avortement dans la Constitution, parce que c'est un problème qui effectivement se pose. Alors je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la souffrance d'un certain nombre de gens qui veulent effectivement fortement changer de sexe, qui ont une réelle dysphorie de genre.
D'un autre côté, il me paraît légitime d'envisager ce type d'interdiction pour des mineurs, car on est là dans une situation inverse de celle de l'euthanasie. Pour moi, l'euthanasie ne pose aucun problème. Il est normal que des gens qui veulent disparaître puissent disparaître. Leur vie leur appartient. Chez les mineurs, on est dans une logique qui est différente. Bien sûr, la vie leur appartient aussi, mais le système est fait pour qu'on considère que tant que quelqu'un est mineur, il n'est pas pleinement responsable de ses choix. J'ajoute que, pour voir le problème de manière plus globale, une société ne peut fonctionner que s'il y a un certain concept commun de ce qui est normal. Alors, ce qui n'est pas normal peut être admis de manière minoritaire ou dans certaines circonstances, mais aucune... Alors, il y a des choses qui sont totalement rejetées, comme le tabou de l'inceste. Il y a des choses qui sont partiellement rejetées, comme c'était le cas pour l'homosexualité jusqu'à une époque récente. L'homosexualité était vue comme n'étant pas normale, mais était néanmoins autorisée. Voire oui, d'accord, ça c'est un excès de toute évidence, mais on pouvait considérer que ça n'était pas la normalité au sens de ce qui est normalement pratiqué, mais que c'était parfaitement tolérable de la part d'une minorité. Et ce problème est plus général parce que vous voyez, dans la question des migrants, l'une des choses qui heurte la population, c'est de voir précisément des gens de provenance exotique afficher publiquement le visage de leur caractère exotique, par l'habillement, etc. Je crois qu'on ne peut pas, dans une société qui fonctionne à peu près normalement, faire l'économie d'une forme de définition de ce qui est normal, tout en considérant bien sûr qu'il y a une large marge de manœuvre et que certaines choses... Prenons par exemple, il est anormal de se promener les seins nus dans la rue. C'est considéré que... Et pourquoi pas? Dans d'autres sociétés, c'est normal. Moi, je suis souvent allé en Namibie, chez les Himba, c'est parfaitement normal et ça ne pose pas de problème. Mais même dans notre société, une actrice de cinéma au Festival de Cannes qui se promène quasiment les seins nus, ça sera vécu comme normal. Il est normal, c'est le cas de dire, qu'une société définisse ce qui est à peu près la normalité. Débat là-dessus, je pense que c'est un élément important du débat. Parce qu'une des choses que j'ai vues en préparant ce sujet, c'est par exemple qu'il existe des bloqueurs de puberté, aussi bien pour les garçons que pour les filles, qui sont, dans ce que vous venez de mentionner, la dysphorie de genre, qui souffrent donc de ne pas être dans le sexe qu'ils devraient avoir, en tout cas c'est comme ça qu'ils le présentent, et c'est ça dont parle le rapport du Sénat. Les sont utilisés chez les jeunes, Bien sûr. Pas dans cette indication-là, simplement pour bloquer les pubertés précoces, qui posent un certain nombre de problèmes. Oui. Alors, Gérard Bardy, il a levé la main, il est plus discipliné que vous, Olivier. Aussi, hein. Gérard Bardy, Olivier et François. Gérard. Rapidement, pour revenir à votre question telle qu'elle était libellée, est-ce que c'est le rôle du Sénat? Moi, je pense qu'il faut faire attention à ces dossiers qui sont balancés tantôt au Sénat, tantôt à l'Assemblée nationale, et dont on sait que ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Simplement, on fait du débat, on se positionne politiquement, idéologiquement, etc. J'ai peur que ça soit le cas, là, pour tout dire. Je crois qu'il y a des instances qui sont plus adaptées. C'est des comités de déontologie, avec des médecins, avec des psychologues, avec des sociologues, etc., qui pourraient d'abord travailler, il n'y a pas une urgence absolue, prendre le temps de la réflexion, de la consultation, pour donner un canevas qui permettrait ensuite aux législateurs de se prononcer. Et là, on met un peu la charrue avant les bœufs, me semble-t-il. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Vous posez la question, est-ce que le Sénat peut s'en mêler? Oui, il peut se mêler de tous les sujets de société qui nous concernent. Pourquoi, à mon avis, le Sénat s'en mêle? Tout simplement parce que vous avez observé depuis un certain nombre d'années que c'est un sujet qui prend des proportions médiatiques, et y compris jusque dans l'école, qui dépasse largement effectivement le nombre des personnes concernées, qui est assez faible. On a l'impression d'avoir... Vous avez une idée du nombre de gens qui demandent, par exemple... Quelques centaines par an, quelques centaines. Qui demandent à l'hôpital Salpêtrière, il y a environ 300 adolescents aidés par leurs parents, soutenus par leurs parents, qui demandent l'utilisation de bloqueurs de puberté. Et vous savez combien, après être passé dans une commission où il y a psychiatre, et 11%
ont le droit d'utiliser le bloqueur de puberté. Je parle que de la Salpêtrière, un grand hôpital parisien. Pourquoi le Sénat s'en mêle? Oui. Parce que figurez-vous, parce que vous avez parlé tout à l'heure des questions qui touchent à l'homosexualité. Bon, et aux interrogations que peuvent avoir les adolescents. Sauf que l'homosexualité n'est pas un facteur qui modifie votre physique et qui a des conséquences sur votre physique définitives. Oui. Une fois que vous avez changé de sexe, vous rechangez après si ça ne va pas. Oui. Parce que figurez-vous que c'est arrivé, et dans de nombreux cas, que la personne qui a changé de sexe, souvent des très jeunes, influencée probablement par cette espèce de mode qui se répand, qui le regrette. Pardon, c'est déjà poids de la souffrance des gens que de croire qu'ils cèdent à la mode. Vous ne croyez pas, Olivier ? Moi, je pense sincèrement que c'est un sujet qui revient de façon très forte actuellement parce qu'on déstabilise les enfants et les adolescents à une période où ils ont peut-être besoin d'être consolidés. Et que des gens qui sont peut-être entre deux ou autres, eh bien, sont tentés d'aller vers ça. Donc sans vous dites mesurer... le Sénat, les LR du Sénat ont raison... Totalement. À cause du fait qu'il y a cette incertitude et en fait, il faut laisser les 18 ans arriver, l'âge adulte, pour pouvoir décider librement. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave dans la vie que ça ? Ouais. Finalement, quelle est la décision? Parce que finalement, de voter à 16 ans, ça ne va pas changer la vie des jeunes qui le font. Mm-hmm. Mais enfin, de changer de sexe, c'est quand même... Je sais pas, c'est quand même pas vous changez pas de sexe comme vous changez de tenue, vous voyez, ou comme vous changez d'habit, si vous habillez en femme ou en homme, etc. Alors, moi, je trouve que c'est franchement François Martin, la moindre des choses. Une remarque d'abord particulière. Ma femme est prof, anciennement prof, et aujourd'hui, elle est à la retraite, donc elle fait partie d'une association d'anciens professeurs qui enseignent dans les hôpitaux. Okay. Et en particulier dans pour les enfants services hospitalisés, j'imagine. Oui, et en particulier dans les services psychiatriques. D'accord. Le nombre d'enfants qui sont perturbés justement parce qu'on a remis en cause le dogme de la sexualité est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Oui. Il y a énormément d'enfants qui sont perturbés à cause de ça. C'est-à-dire que derrière les quelques dizaines ou quelques centaines, si on ouvre la boîte de Pandore, il y a potentiellement une déstabilisation d'une bonne partie de la jeunesse. Très importante. Alors ça, c'était juste la remarque. Ce que je veux dire simplement, c'est que la question sexuelle que l'on veut faire passer pour une question privée, c'est un peu le sens de la question telle qu'elle est posée en disant de quoi le Sénat se mêle en fait, est la question la plus politique qui soit en réalité, la plus politique qui soit, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'elle détermine l'ensemble du comportement. L'ensemble du comportement. Regardez ce qu'a fait la gauche qui s'est toujours saisie des questions politiques importantes en laissant à la droite le soin de gérer, je dirais, la contraception, l'avortement, la GPA, la PMA, etc. On a toujours légiféré sur les questions sexuelles parce qu'elle est centrale. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que globalement, il y a deux attitudes dans une société, il y a deux principes, pour dire ce que vous dites, non pas de comportement, mais de principe. Il y a ce que j'appelle la sexualité reproductive, c'est-à-dire, en gros, la famille, c'est un homme, une femme, des enfants, c'est ce qu'il y a dans la constitution russe. Ça, c'est ce qui, à mon avis, le cœur du conservatisme. Et ce que j'appelle la sexualité récréative, qui est celle qui met l'avortement dans la Constitution. Et ça induit deux sociétés qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Dans la première, la sexualité, même si les comportements sont différents, c'est un don au service de l'enfant, au service de la famille, au service de la patrie. Ça détermine au service de l'économie. C'est une certaine forme. Et la sexualité récréative, c'est une prédation, c'est-à-dire la sexualité m'appartient, j'en fais ce que j'en veux, avec qui je veux, sous réserve des interdits sociaux. Vous êtes très à rebours de la société, de l'évolution de la société actuelle. Je ne suis pas à rebours, je suis au cœur de la société. C'est la société qui est à rebours de la réalité. Moi, j'aimerais bien terminer, s'il te plaît. Voilà. Donc, je pense que là, on a deux conceptions de la société, et cette deuxième conception, c'est profondément le sens de la société, comment ça s'appelle, progressiste. Donc il y a véritablement là deux modes de société qui ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. Oui, voilà, François, si je vais être l'avocat du diable. Je vais être l'avocat du diable.
si on pousse votre raisonnement jusqu'au bout, on dit en gros que l'accès des femmes à la pilule n'est pas une bonne chose ça leur a permis de passer d'une sexualité reproductive à une sexualité récréative et à choisir les enfants et le moment. Quand la loi Neuwirth s'est passée, le général de Gaulle aurait dit si on sépare le sexe et la procréation, le sexe envahira toute la société. On ne peut pas résumer d'une meilleure façon. Passer cette loi. Voilà. Alors, avait déjà commencé. Le sexe, c'est quelque chose de fondamental. Enfin, c'est la base de la biologie. Je veux dire, donc, ça avait déjà envahi la société de tous les animaux. Mais je pense que... C'est la conception qui est la base, c'est pas le sexe. Oui, je vous rappelle qu'on parle de la possibilité des adolescents à changer de sexe et voilà, on est passé sur complètement autre chose. Ce que je veux dire par rapport... Parce qu'une fois encore, il ne faut pas sous-estimer la souffrance d'un certain nombre de jeunes gens qui sont concernés. D'ailleurs, probablement qu'il faudrait... comment dirais-je, creuser des cas particuliers et de voir comment les gérer. Mais, globalement, comme pour d'autres problèmes, on est confronté à une situation dans laquelle empêcher les jeunes gens de changer de sexe précocement peut être considéré comme une forme d'injustice à leur égard dès lors qu'ils le souhaitent effectivement vraiment. Il existe par ailleurs, au niveau global de la société, un risque de perturbation et on le voit, je pense que ce qu'a dit François Martin est exact sur ce plan-là, une forme de perturbation, notamment des jeunes gens qui ne savent plus très bien où ils en sont dans leurs relations avec les filles, etc. Et je pense que ce problème de perturbation subpathologique, pourrait-on dire, est globalement plus important au niveau pour son enjeu social que le risque d'injustice auprès d'une toute petite minorité de personnes. Donc, je voudrais vraiment rebondir. Et Gérard Bardy. Je voudrais vraiment rebondir. Parce que Yves, vous parlez de la perturbation, si j'ai bien compris, de quelques centaines ou de quelques milliers de jeunes. Chaque année, c'est quelques centaines de jeunes. Écoutez bien. Vous avez d'autres types de perturbations, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus vastes. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui n'ont plus de rapport sexuel. C'est exactement ce que je dis. Hein. Voilà. Alors, très bien, si on est d'accord, c'est parfait. Okay. Pourquoi? Moi, j'ai eu un témoignage. J'ai fait un jour une conférence dans la faculté d'Aix-en-Provence et j'ai été invité par les jeunes qui m'ont invité au restaurant. J'ai discuté avec eux, mais de choses et d'autres. Et un jeune m'a fait ce témoignage. Oui, il m'a dit, moi, tout ce sexe qu'on voit, ça me frustre parce que des fois j'ai du mal, etc. Bien sûr. Et je perds confiance. La pornographie, à l'excès, est quelque chose qui peut faire perdre conscience à des jeunes qui se réfèrent à des modèles dont ils ne se sentent pas capables d'assumer les performances, si vous voulez. Et tout ça, qui en parle? Personne. Et on se ressemble sur un sujet qui concerne finalement très peu de gens. Mais parle-t-on de la souffrance des jeunes qui sont inondés de sexe et qui n'arrivent pas à s'identifier à un modèle normal. Sur ce qu'a dit François, qui est très intéressant. Moi, je suis d'accord avec lui sur la dichotomie entre sexualité récréative et sexualité reproductive. Mais enfin, cette dichotomie, elle a toujours existé, parce que soyons sérieux, bon, personne ne refuse non plus la sexualité récréative, et dans toutes les périodes, ça a été comme ça. Après, effectivement, ce que je pense, c'est qu'effectivement, le devoir du politique est, premièrement, de favoriser la famille, parce que nous avons besoin de natalité, parce que nous avons besoin d'un pays qui est fondé sur des cellules solides, et effectivement, parfois, de mettre, je dirais... Moi, je ne parle pas de barrière, parce que dans ce domaine-là, vous savez, les gens, ils ferment leurs portes et puis ils font ce qu'ils veulent, hein, on est bien d'accord. Mais disons de protéger par rapport à, effectivement, une sexualité récréative totalement débridée, pas maîtrisée et qui peut perturber. Et je pense que sur l'accès à la pornographie, par exemple, des jeunes, sans vouloir jouer au père la morale, parce que ce n'est pas du tout mon truc, mais moi, j'ai ressenti très fortement chez beaucoup de jeunes des perturbations qui vont bien au-delà en termes numériques et qui vraiment font souffrir des jeunes qui, si vous voulez, perdent, je dirais, cette fraîcheur et cette envie que peut représenter la sexualité à leur âge. Et je trouve que c'est bien plus grave en termes numériques que les quelques centaines de personnes qui veulent changer de sexe, qui sont quand même l'extrémité d'une société, on va dire. Ok. J'ai l'impression qu'on a achevé le sujet. Pour une fois, je ne vous vois pas piaffer. Le temps est écoulé. Messieurs, merci. Rendez-vous dans 15 jours pour de nouveaux sujets. À bientôt.